On va enchaîner donc tout de suite et accueillir donc nos deux premières invités. On va commencer par Noémie Graff. Bonjour Noémie, vous pouvez alors le micro. Voilà. Il faut appuyer sur ce bouton-là aussi, parce qu'il va y avoir un peu de vidéoprojection. Donc Noémie, merci d'avoir rejoint, de nous avoir rejoint. Vous venez de loin, donc Fabien le rappelait, vous arrivez de Suisse. Je précise à notre assistance que vous êtes vigneronne, fille et petite-fille de vigneron, que vous êtes installée depuis 2006, si je ne me trompe pas, sur un domaine familial près de Lausanne. Vous allez nous en parler. Un vignoble que vous avez converti en bio depuis 2016 et sur lequel vous expérimentez, on en parlera cet après-midi dans les ateliers, plusieurs chantiers de vitiforesterie. Si vous êtes présente ce jour à nos côtés, c'est pas tant pour témoigner d'abord de vos pratiques en la matière, mais d'abord pour un petit rappel historique qui trouve son origine dès l'Antiquité. Vous voyez, on va remonter assez loin. Il se trouve qu'avant de vous orienter vers le métier de vigneronne, vous avez enseigné l'histoire ancienne suite à un cursus universitaire qui vous a conduit à rédiger un mémoire sur un grand cru de la République romaine. Voilà, et donc je vous propose donc de démarrer cette journée avec un peu d'histoire et vous allez le découvrir. L'arbre et l'arbuste dans la vigne, c'est pas tout à fait nouveau. Merci beaucoup Philippe. 20 minutes. Alors, il faudra me cadrer. Hein. Faut pas croire. C'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, de représenter la Suisse. Ça vous permettra aussi de commencer la journée en douceur, vu mon élocution moins rapide que la vôtre. J'ai juste mis quelques indications sur mon domaine, parce que je sais que dans le fond, c'est ça qui vous intéresse. Et je vous précise tout de suite que dans ma région, nous avons été heureusement épargnés par le gel ce week-end. Mais ça, on y reviendra peut-être dans la discussion ou dans les ateliers. Je vais effectivement vous parler plutôt de ma première marotte, mon violon d'Ingres. C'est l'histoire ancienne et on va commencer par quelques éléments historiques en guise d'apéritif. Et pour nous mettre dans l'ambiance, je rappelle que apéritif vient du verbe latin aperire, ouvrir, faire connaître, idéal comme introduction. Et oui, je vais vous parler un petit peu du mémoire de licence que j'ai fait à l'Université de Lausanne il y a maintenant bien des années. Et il portait sur un grand cru de l'Antiquité romaine. Je déteste les PowerPoint. Voilà. Alors, rien de vous en PowerPoint avec des jolies photos. Et quelques citations. Alors, le Sécube généreux mûri à Miclée près de Fundi, entre Rome et Naples, pour les distraits, et ses cèpes verdois poussés en plein marais. C'est vrai que cette localisation paludéenne pourrait faire frémir. Bon, on parle des vignobles de Palus, mais est-ce qu'on pouvait vraiment faire un grand cru en pleine zone marécageuse? Il ne faut quand même pas oublier l'origine, disons la niche écologique de la vigne, plutôt liane des forêts, des bords de rivières. Et c'est vrai que le berceau d'origine de la vigne, si ça reste encore sujet à discussion, on remercie l'archéologie de faire progresser le débat, c'est plutôt en Transcaucasie, on parle des monts Taurus, en Turquie, des monts Zagros en Iran. Mont vous indique déjà que nous sommes loin des plaines arides ou même des îles grecques. Alors c'est vrai que ça nous déçoit un peu parce qu'on avait cette idée d'une origine plutôt méditerranéenne de cette vigne, comme ça, intuitivement. Mais je rappelle que pour la Grèce ancienne, on peut le voir dans les Bacchantes d'Euripide, c'est clairement de l'Asie que Dionysos avait ramené la vigne. Et on trouve cette même affirmation chez Xénophon. Xénophon, philosophe, chef militaire, / historien, / un peu tout, mais surtout un spécialiste de l'Asie, qu'il a visité, pour ainsi dire, aux côtés de Sparte dans la guerre contre les Perses. C'est aussi un spécialiste de l'économie rurale, comme quoi vraiment extrêmement polyvalent. Et lui faisait remonter dans un lointain passé l'élaboration d'un vin à partir de vignes du Caucase. Et malgré ces vendanges finalement rendues assez difficiles, puisqu'il parle de raisins situés entre 3 et 10 mètres de hauteur, dans tous les cas, ça valait la peine d'aller chercher ce raisin et de le vinifier. Donc, on peut effectivement faire du vin dans ces milieux plus humides. Les marais ont été asséchés depuis dans cette région. La question, c'était quelle était la qualité des vins. Et là, de nouveau, les textes sont clairs. Le Sécube, en l'occurrence, ce grand cru dont j'ai étudié la trop courte vie, on va dire, occupait presque toujours la première place dans les classements, non pas de 1855, mais les classements de l'époque. Je vous ai juste mis... Zoup. Oui, voilà, c'est ce que je disais, un slide qui disparaît, alors, ou qui a bougé. Le divin Auguste préférait à tous les autres le vin de Sétia. Il était bon pour la digestion, ça doit être pour ça, comme l'ont fait presque tous ses successeurs. Auparavant, on louait fort l'excellence du Sécube, et au second rang venait le terroir de Falerne. Alors,
le vin de Falernre, c'est un petit peu le vin peut-être le plus cité dans les textes agronomiques, mais le Sécube avait su le détrôner. Par exemple, il y a cette anecdote suivante. Donc, Rome a régné sur le monde connu. Ça s'est pas fait sans heurts, ça s'est pas fait sans dommages collatéral. Et il y a un moment vraiment qui représente un trauma de la République romaine, c'est quand deux grands hommes et leurs soutiens, en l'occurrence Octave et Marc-Antoine avec sa compagne Cléopâtre, se sont affrontés pour le pouvoir. Octave a fini par l'emporter en 27 avant Jésus-Christ. Mais c'est vraiment un épisode majeur, c'est quand la République passe à l'Empire, et ça a été un traumatisme parce que c'était vraiment une guerre civile. Alors à la fin de cette guerre civile, Horace a résumé la situation par ces mots, célèbres sur tous les pichets dans les pizzerias. Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsande tellus. Maintenant il faut boire. Maintenant, il faut d'un pied libéré frapper la terre. Ça veut dire danser, au cas où, frapper la terre, d'un pied libéré. Avant ce jour, il était sacrilège de tirer le sécube du cellier des aïeux, dans le temps qu'une reine, Cléopâtre, préparait la ruine insensée du Capitole et les funérailles de l'Empire. Alors, le sécube, pour les moments joyeux, c'est peut-être une façon même de dire, je pense que chez vous on dit champagne, chez moi on dit 3 des 6 s'il vous plaît. Fêter ces moments heureux, on a gardé cette idée du nom sécube, aussi du Falernre, pour exprimer un grand cru. J'ai encore trouvé chez Alexandre Dumas cette citation: « Buvons au nez des catons, le vin de tous nos cantons, couler sécube Falernre ». Mais je ne vous en parle pas seulement parce qu'il était excellent, paludéen, et que ça occupait quelques mois de ma vie, ce sécube. C'est surtout pour cette phrase de l'encyclopédiste Pline: « Les peupliers plaisent aux vignes et servent de support à celles du sécube. En termes de description de vignes arbustives, on ne pouvait pas faire plus éloquent. » Il ne faut pas y voir une situation exceptionnelle. Notre encyclopédiste Pline nous livre de longues descriptions des différents modes de culture. Alors, on a des modes de culture plus classiques, rampante, échalas, sans échalas, pergola. Mais surtout, dans notre cas, nous passons maintenant à la vigne arbustive, singulièrement blâmée par les Sacerna père et fils, agronomes, célébrés par Scrofa, autre agronome, qui sont les auteurs les plus anciens après Caton, agronomes et hommes politiques. Il était d'ailleurs aussi présent dans cette citation d'Alexandre Dumas tout à l'heure, et les plus experts. Encore Scrofa ne l'autorise-t-il qu'en Italie, alors qu'une longue expérience a prouvé que les crus célèbres ne viennent que sur les vignes arbustives. Donc d'un point de vue qualitatif, le concept de vigne arbustive n'est en tout cas pas un problème. Pline est toujours très précis. aucun détail ne manque. Son encyclopédie, c'est quand même 37 volumes. Donc orme, peuplier noir, frêne, figuier, olivier, je vous l'ai mis en résumé, et à chaque fois il détaille les conditions où ces arbres sont les plus favorables. Évidemment, le saule en situation humide. Alors, sur le territoire campagnen, donc, toujours dans cette région entre Rome et Naples, on marie les vignes aux peupliers. En fait, on voit que disons deux systèmes, avec arbres et sans arbres, ont cohabité très tôt. Dans les années 80, je pense que vous avez tous entendu parler de M. Carbonneau, qui était directeur de recherche à l'INRA, qui a participé à des recherches sur les modes de conduite. On avait découvert dans l'Aude et dans l'Ariège des lambrusques, donc, qui présentaient toutes les caractéristiques de Vitis vinifera sylvestris, et leur étude a montré qu'elles se développaient naturellement aussi bien en forme de buisson qu'en forme grimpante. Alors, dans un cas, évidemment, sur le buisson, c'est plutôt typique des zones sèches et arides, et puis la forme grimpante dans des zones humides où la vigne va naturellement trouver son support naturel sur des arbres. Ces deux systèmes de conduite ont sans doute coexisté très rapidement dès la révolution néolithique. D'abord en Transcaucasie, migration sans doute dans les Balkans, la Méditerranée. On pense évidemment que le premier mode de conduite fut celui grimpant, puisque ces régions dont je vous parlais de Transcaucasie sont effectivement assez montagneuses, tempérées, boisées, souvent avec de fortes précipitations. C'est ce qu'indique le mont Taurus. Taurus étant le taureau symbolisant les orages, comme dieu de l'orage, pour vous indiquer un petit peu la pluviométrie de la région. En fait, le mode de conduite en lui-même sur vigne sur arbre n'a pas eu à être inventé. C'est la vigne qui s'en est déchargée. Et un autre agronome antique, Varron, nous le disait justement. Dans son alimentation, le vin ne demande pas de l'eau comme dans la coupe, mais du soleil. Bon,
l'eau dans la coupe, c'est pas nécessaire. Hein. Soyons un peu plus modernes. Voilà pourquoi, à mon avis, les sarments ont commencé à se hisser du pied de la vigne jusque dans les arbres. En fait, la vigne va ensuite accompagner l'humanité tout au cours de son développement. On retrouvera aussi ces vignes en hauteur chez les Assyriens, qui avaient choisi le vin comme symbole d'immortalité. J'aime bien quand il y a des images, je vous l'ai dit. Et bien sûr, encore l'Égypte, qui peignait ses vignes en hauteur dans les tombes. Et Pline nous précise d'ailleurs, l'usage de vignes rampantes prévaut en Afrique, en Égypte, en Syrie, dans toute l'Asie et en beaucoup de contrées d'Europe. On a comme chose de très répartie, aussi bien quand même dans des pays ou des régions du monde, pas forcément aussi humides que le terroir du Sécube. Alors, beaucoup de contrées d'Europe, notamment l'Italie, et c'est sans doute les Étrusques, donc au nord de Rome, qui furent les premiers viticulteurs de la péninsule italienne, qui, eux, ont largement pratiqué cette culture arbustive, cette culture en hautain, non sans succès. On parle d'ailleurs de finalement deux modèles. Le modèle gréco-oriental, avec des zones effectivement un peu plus sèches, où la vigne buissonnante est à l'origine de nos gobelets. Souvent un modèle imposé par des conditions climatiques évidemment particulières, celle venteuse des Cyclades, ou alors l'occurrence des Canaries, avec Santorin et Lanzarote, avec vraiment ces vignes à ras, si possible qu'on mange quand même le matin pour conserver un peu de fraîcheur. Et de l'autre côté, ce modèle étrusque, spécifique des zones forestières, où ces longs sarments vont courir sur des ormes, des peupliers, des frênes, des pergolas en bois aussi, selon une conduite qui est encore pratiquée de nos jours à Sorrente, sur la côte amalfitaine. C'est quand même quelque chose qu'on trouve beaucoup plus en Italie qu'en Suisse. Je vais presque dire qu'il ne faut même pas y penser et qu'en France. Et c'était évidemment des vignes aussi très réputées. Je cite un autre historien, Denis d'Halicarnasse. Parmi les vignes, il faut admirer celle de la région étrusque, riche en vignobles, capable d'offrir, avec un moindre travail, des produits à la fois abondants et excellents. Moins de travail, abondant, excellent, j'aimerais bien signer, mais encore une fois, on constate que ce modèle ne posait historiquement au départ, en tout cas, pas de problème. Si on se penche un peu plus, peut-être en quittant le monde des historiens, mais en se mettant plus radicalement dans le monde des agronomes, on trouve à Rome une situation très diversifiée. J'ai cité Pline, qui lui citait les agronomes Scrofa et Sacernin. On voyait déjà à ce moment-là que les avis divergent. C'est bien normal. Il faut se rappeler que Rome a été fondée, en tout cas selon le mythe, en 753 avant Jésus-Christ, qu'on admet que la chute de Rome, c'est 476 après Jésus-Christ. 12 siècles, c'est ce qui nous sépare du Moyen-Âge. On admettra que les mentalités ont eu le temps d'évoluer. Mais il y a quand même une différence forte entre les Romains et les Grecs, c'est que les Romains ne sont pas des esprits qu'on pourrait qualifier de spéculatifs. On a vraiment ce qu'on pourrait qualifier de recherche appliquée et de vulgarisation. D'ailleurs, on a un nombre quand même finalement considérable de traités d'agronomie qui nous sont parvenus ou en entier, ou sous forme de bribes, puisque tous les agronomes se basaient sur la tradition précédente. Alors, pour les plus importants, on en retient 4. Ce qu'on appelle la magnifique pléiade des agronomes latins. Je vous ai fait un peu la liste au cas où, comme moi, vous aviez oublié les dates. Les plus importants étant peut-être, puisqu'on les a gardés simplement en entier, Caton l'Ancien, qui s'appuyait aussi fortement sur le traité d'un Carthaginois. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Magon ce qui est à Magon. On a encore Varron, Columel, Palladius qui sont des agronomes. Virgile est un poète, mais son œuvre mérite d'être citée dans le contexte. Et notre encyclopédiste, Pline l'Ancien. Donc Caton, 234-149, ce n'est pas anecdotique, c'est un moment où Rome voit un grand tournant de petites bourgades par les succès militaires qu'il remporte. Il commence à régner sur la Méditerranée. C'est un tournant pour l'économie rurale italique. On commence à passer à des exploitations agricoles bien plus importantes, une main-d'œuvre servile, et on commence à passer à une semi-spécialisation, notamment orientée sur la viticulture et la culture de l'olivier. On retrouve chez Caton cet esprit d'une certaine révolution agricole, soucieux de briser la polyculture traditionnelle que nous avions jusque-là. Mais sur la question de la vigne, il reste clair, faites la vigne aussi haute que possible. Je passe un petit peu Varron, qui est un grand érudit, notamment pour un traité de linguistique, et lui, c'est plutôt un éleveur qu'un agriculteur. Mais, je l'avais déjà cité, il ne néglige pas la vigne pour autant.
Et nous mentionne les vignes arbustives, un échalas naturel d'un type qu'on rencontre là où la vigne est faite de sarments qui passent d'arbre en arbre. Et ces sarments, les traduques, portent parfois le nom de rumpi. Le plus important, en fait, comme souvent dans l'agriculture, c'est Columel, qui lui était un véritable spécialiste de l'économie rurale. C'est un ami du stoïcien philosophe Sénèque. Surtout c'était un viticulteur originaire d'Andalousie, un grand militant de la cause rurale. Et à cette époque, donc on est déjà au 1er siècle, sous l'Empire, nouvelle crise agricole, une crise de sous-production en fait. Évidemment, on ne passe pas d'une petite ville à l'ensemble de la Méditerranée, ça n'a pas été sans poser de problème. Malgré ce contexte, il reste très favorable aux vignes arbustives. Ceux dont le but principal est la qualité du vin, c'est nous, poussent la vigne vers le sommet des ormes. C'est vraiment un traité remarquable dans sa pensée économique. Par contre, c'est très très bien écrit. Ce qui rend la chose assez difficile à lire. Palladius, lui, a fait un véritable agenda agricole, quinzaine de livres, dont 12 consacrés chacun un mois de l'année. Pour le mois de février, par exemple, pour marier les vignes aux arbres, utiliser des arbres appartenant aux espèces suivantes. Peuplier, on retrouve toujours notre peuplier, orme et frêne. Je vous avais parlé quand même du poète Virgile dans le cadre des Géorgiques. C'est un poème, c'est versifié. C'est un véritable traité d'agronomie. On le connaît pour son somptueux éloge de la vie rurale. Mais c'est avant tout une œuvre poétique, certes, mais sociale. Alors, je vous ai dit que sous Columel, on est un peu finalement dans les mêmes zones. On avait cette crise de sous-production. En fait, l'agriculture avait été ruinée par les guerres civiles. Les petits paysans étaient incapables de résister aux grandes exploitations dues à la main-d'œuvre servile. Et finalement, on se retrouvait avec des chômeurs en ville de Rome. On se retrouvait avec des grands propriétaires qui n'avaient plus le temps d'exploiter leurs vignes. Et on était vraiment dans une situation de sous-production. Il fallait agir. Et c'est pour ça que, disons, le ministre de l'empereur, pour le dire simplement, Mécène, avait passé la commande à Virgile pour cette œuvre. Parce que traités d'agriculture et politique n'ont jamais fait mauvais ménage au cours des siècles. Alors c'est vrai que nos agronomes ne négligent pas les questions de rendement financier, calcul à l'appui, nous montre comment la viticulture est quelque chose de rentable. Et souvent, les vignes arbustives, si elles existent, sont confinées dans des régions données ou dans des terroirs particuliers. Comme on est en France, on a quand même un joli passage de Columel. Il y a dans les Gaules une autre espèce de plant d'arbre marié aux vignes et qu'on appelle rumpotin. Voilà. Pour ceux qui le veulent, je vous donnerai la référence. Malgré tout, j'ai envie de dire que la viticulture non arbustive l'emporte dans le cadre de la recherche de profit. C'est vrai que on a ces approches agronomiques, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité de terrain. La vigne est un secteur économique important. Et quelquefois, le compagnonnage vigne-arbre peut entrer en conflit avec la question de ces rendements. Alors c'est vrai que pour l'Antiquité, on ne pensait pas vraiment les choses comme ça, puisque la vigne, quelque part, était un arbre. Et on l'a traité comme tel, on a répertorié les végétaux avec lesquels la vigne pouvait s'entendre, les plantes ennemies de la vigne, et plutôt les plantes tantôt amicales, tantôt hostiles. Philippe me fait des grands gestes, donc je ne vous fais pas la lecture. Mais enfin, après, on a les classiques, les pêchers de vigne, par exemple. Là, c'est une étude qui a été faite sur 163 textes de 400 avant Jésus-Christ au XVIe siècle et qui répertorie toutes les relations que la vigne pouvait de façon positive ou négative entretenir. On n'a pas évidemment que les textes agronomiques, par exemple les cartulaires, qui sont des recueils d'actes, notamment d'institutions religieuses, témoignent aussi de ces relations, de ces vignobles où coexistaient finalement d'un côté vignes arbustives et vignobles plus classiques. Il faut dire qu'entre le haut Moyen-Âge et la Renaissance, la vigne avait continué à progresser géographiquement. Les Romains l'avaient amenée jusqu'à Trèves, mais dans le nord, les conditions étaient parfois difficiles. Donc cette viticulture arbustive permettait d'éloigner la grappe du sol, protégeait en automne de l'humidité, en hiver la vigne du gel. Bon, malgré tout, il faut bien se rendre compte qu'on titrait à 6-7% volume. Donc l'avantage d'une culture sur arbre n'était pas à négliger. Je vous aurais volontiers parlé de ma région.
En 2 mots, voilà. Sur l'arc lémanique, les hutins, c'est comme ça qu'on appelle les hautins chez nous, ont été largement usités. Il faut reconnaître que ma région de Beugnin, ce côté de l'arc lémanique entre Genève et Lausanne, est plutôt aisé à travailler, mécaniser, voire à planter des arbres, car si je pense à mes amis 30 km plus loin de Lavaux, là on fait A, hein. Je vous sens... C'était juste pour vous faire envie. Là, vous vous rendez compte que la question de la vitiforesterie est beaucoup plus compliquée. Et d'ailleurs, mes collègues les pensent plutôt, en fait, dans les situations où voilà, les rangs de vignes sont tellement courts, ou pour 3 gobelets, on va là peut-être planter un arbre, apporter quelque chose à la biodiversité, mais se pose la question des racines et des murs. Donc voilà, ça va être c'est un endroit, c'est assez difficile à faire du bio. J'ai des collègues qui le font et je les en félicite. Mais la vitiforesterie, il va falloir encore que la plupart réfléchissent. Bon, il faut dire que cette région quand même bénéficie de 3 soleils, on dit toujours, hein, le soleil, le lac et les murs, mais toutes les régions du monde ne bénéficient pas de ces conditions très très favorables. C'est pour ça que, certes, on continue à avoir le développement des vignes en hautain, notamment dans ces régions moins favorisées. Tous les écrits en témoignent, comme ceux d'Olivier de Serres, d'Ibn al-Awam, plus tard de l'Abbé-Rosier. C'est attesté comme existant, mais on arrive à une période de l'histoire où ces cultures arbustives sont condamnées. Les plus célèbres sont celles d'Olivier de Serres. Tout arbre nuit à la vigne. Il est certain que la vigne souffre toujours de la proximité de tout arbre, quel qu'il soit. L'Abbé-Rosier va dans ce sens, tout en reconnaissant la pratique, tout en lui reconnaissant peut-être une certaine logique, par exemple que ces arbres puissent absorber des excès d'eau dans les sols. Mais en tout cas, de l'avis de l'Abbé-Rosier, ce résultat est estimé insuffisant. Alors on commence à quitter définitivement ce monde merveilleux où les plantes s'entendaient entre elles, s'embrassaient, s'enlaçaient, pour revenir à des considérations bien différentes. Les mentalités font beaucoup dans notre appréciation du monde, notamment du mode de culture de vigne. Et je rappelle, puisqu'on est quand même dans cette région, qu'Olivier de Serres avait été mandaté par Sully, ministre des Finances d'Henri IV. Nérac, à 10 minutes d'ici, vous pouvez voir le château d'Henri IV, la maison de Sully, petite activité touristique fort sympathique. Mais le mandat était clair, assurer la prospérité économique de la France. L'Abbé-Rosier, lui, c'était carrément dans la politique économique initiée par Colbert, donc l'apport véritablement de ressources financières par le vin et les alcools en général. Et c'est aussi une période où finalement la science, on pourrait dire, se modernise, en tout cas se modifie, se met à apprécier les classements. C'est aussi le siècle des Lumières, plus tard. Autant peut-être la défaite d'Antoine contre Octave avait changé le monde, les Lumières, c'est sans doute encore plus important. C'est le moment où l'humanité doit entrer dans l'âge de la raison et se structurer. C'est anecdotique, mais pour vous dire à quel point ça rentrait dans la vie intime, alors qu'on mangeait avant un service à la française, c'est-à-dire qu'on picorait dans les plats à droite à gauche, on passe au fameux à table service à la russe, entrée, plat, dessert, plus facile à structurer, on abandonne la cuisson du tiède, on abandonne les métamorphoses culinaires, et on se rend bien compte que dans cette situation, les vignes, qui sont parfois des arbres, qui s'entendent avec des plantes, mais pas toujours, ces fameuses questions, la réponse est « ça dépend ». Ça n'allait pas entrer en résonance avec cette ère finalement économique, de science et de raison. Je pense que voilà, c'était une bonne façon de très rapide, non, je suis fier de moi, de vous montrer qu'à travers les âges, la question des vignes arbustives dépasse largement le contexte agronomique pour, évidemment, comme tout sujet de société, être influencé par des questions finalement plus économiques et nos mentalités. Donc peut-être plus que de savoir si la vigne arbustive est une réponse, il est important pour moi de savoir à quelle question.